Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette édition de la semaine du 10 février 2014 de Laval et compagnie. Comme à chaque semaine à l'émission, on traite de l'actualité lavalloise du point de vue culturel, communautaire, social, politique, ainsi que le monde des affaires. Laval et compagnie, c'est tout ça et plus encore. À chaque semaine, il nous sélectionne des nouvelles qui méritent d'être décortiquées et commentées. De l'Écho de Laval, Ghislain Plourde. Bonjour, Ghislain. Bonjour, Éric. D'abord, un entrepreneur de Laval qui n'a pas son certificat de localisation. Et c'est assez particulier. C'est une jeune mère de famille, imaginez. Elle est passionnée du crochet, du tricot. Et elle a commencé par, durant un congé de maternité, à fabriquer, si vous voulez, des petits vêtements pour ses enfants. On disait finalement qu'elle avait beaucoup de talent. Elle a décidé, elle voulait lancer son entreprise, mais voyez-vous, il y a un gros hic. C'est qu'elle demeure dans un semi-détaché. Une réglementation municipale à Laval interdit tout travail d'artisan ou d'artisanat dans un semi-détaché. Attends, cette loi-là doit dater de Mathusalem, non? Ce n'est pas une loi très ancienne. Elle date de 2000. Ah, quand même. Le problème, c'est qu'on a oublié de définir la typologie d'artisan. On voulait éviter du travail d'artisan, par exemple, de bois ou de métal dans un semi-détaché pour cause de bruit, notamment. OK. Et en oubliant de définir cette typologie, c'est l'artisanat en général qui est donc englobé, autant le macramé que le travail sur bois. Ou la poterie. Ou la poterie, par exemple. Donc, tant que cette réglementation n'est pas revue, malheureusement, madame ne peut pas opérer légalement avec un permis municipal à l'intérieur de sa résidence. Cependant, elle souhaite évidemment que les élus revoient la réglementation. Ça se fait, ben oui. Oui, tout à fait. Et en attendant, elle continue d'opérer tout de même, mais sans son certificat de localisation. Oui, tout à fait. Il y a un Lavallois qui manque à l'appel. Il a été porté disparu au Mexique. Et là, on demande des renforts. Ça fait quoi, 1 an? Oui, effectivement. Marc Ménard, c'est un Lavallois, chauffeur d'autobus de la Société de transport de Laval et porté disparu au Mexique depuis mars 2013. Donc, c'est ça, on s'en va sur ça va faire un an. Oui. Là. Et ses proches et amis demandent évidemment à ce que le gouvernement canadien là, intervienne. Jusqu'à présent, le fédéral ne veut pas se mêler de cette histoire-là. Et on demande maintenant à ce qu'Interpol intervienne là, dans le dossier. Ce que l'on sait, c'est que selon les dernières informations des proches de Marc Ménard, il serait toujours vivant. Il serait retenu par des membres d'un cartel de la drogue au Mexique. Il se trouverait dans la région de Nuevo Laredo, Laredo, oui. Qui est à la frontière mexico-américaine. C'est vrai, c'est à côté du Texas, en fait. Tout à fait. Et on a bon espoir que Marc Ménard, un jour, soit libéré, mais il pourrait s'écouler encore de nombreux mois avant de le revoir chez nous. Et puis, il y a l'administration lavalloise qui se penche, vous savez, sur ces bacs de récupération de vêtements usagés. Il y a tout un scam là-dedans. Ah, tout à fait. Ça pullule pas seulement à Laval, mais dans bien d'autres municipalités. Et c'est pour de nombreuses causes ou de nombreux organismes plus ou moins reconnus si on fait quelques recherches à gauche et à droite. Mais là, la Ville de Laval veut d'abord recenser. On n'a pas fait jusqu'à présent de constat d'inventaire sur le territoire lavallois. Et ça fait 6 mois là, qu'on réfléchit à la question de légiférer ou non. Parce qu'il y a des vrais organismes et il y a des faux organismes. Tout à fait, tout à fait. Et très, très difficile de départager pour quelle cause exactement, pour quel organisme. Mais la Ville de Laval, dans les prochaines semaines, va présenter un projet de loi au CCU, Comité consultatif, d'urbanisme, et par la suite, on espère évidemment le légiférer. On va faire le ménage là-dedans parce que c'est dû depuis longtemps. Et pas à peu près. Bien, on te souhaite une bonne semaine. Bonne semaine à vous également. Et puis, on invite toujours les gens, bien sûr, à lire sous format papier ou sur format web l'Écho de Laval. Oui, l'échodelaval.ca, des infos fraîches tous les jours. Merci, Ghislain. Bonne semaine. Bonne semaine. Au moment où je vous parle, c'est la 14e édition du tournoi intérieur de soccer de l'Association régionale de soccer de Laval. Il s'agit d'un tournoi d'une grande envergure puisqu'il rassemble non seulement des équipes du Québec, mais également
de l'Ontario. Ça vous intéresse? Eh bien, c'est jusqu'au 16 février que ça aura lieu. Et j'ai en ma compagnie aujourd'hui Jean-Philippe Meyrand pour nous en parler davantage. Bonjour! Salut. Ça va bien? Ça va très bien. Oui. Alors, aujourd'hui, on va parler du tournoi de soccer de l'association, mais d'abord, l'Association régionale de soccer de Laval. Est-ce qu'on pourrait savoir qu'est-ce que c'est exactement? L'Association de soccer régionale de soccer de Laval, c'est l'organisme qui régit toutes les activités de soccer sur le territoire de Laval. En partenariat avec les 6 clubs locaux. Donc, une panoplie, en fait, c'est sûr, c'est de faire la promotion de la discipline, des encadrer, leur fournir travailler avec la ville au niveau des infrastructures. Puis, c'est sûr que le tournoi est une des activités, là, mais c'est sûr que nous autres, c'est de faire le développement de la discipline au niveau du territoire de Laval. Donc, c'est la 14e édition cette année du tournoi. Le soccer qui est un sport qui grandit à Laval, un sport très grandissant. Et parlons du tournoi. Donc, la 14e édition, ça veut dire que ça fonctionne. Qu'est-ce qui se passe dans ce tournoi-là? Donc, c'est des équipes qui s'affrontent, j'imagine. Mais comment est-ce que c'est organisé, là? C'est sûr qu'une des choses qu'on est content d'avoir, c'est les infrastructures du centre sportif Bois de Boulogne, oui, qui est un attrait, là, je dirais, un complexe qui nous permet d'avoir 5 terrains. Donc, avec les années, avec l'ajout d'un dôme sur un des terrains synthétiques extérieurs, nous a permis de grossir au niveau du tournoi. Donc, c'est sûr, au cours des dernières années, il y a eu beaucoup de modifications à faire parce que il y a beaucoup de centres qui sont construits au Québec. Il y a d'autres organisations qui font les tournois. Et nous autres, on a toujours voulu se démarquer pour justement là, attirer les gens. Puis depuis 14 ans, là, c'est un des tournois le tournoi à Saint-Valentin, comme on l'appelait avant. Mais là, encore une fois, là, on est complet là, pour les 2 fins de semaine. Donc, Vous êtes complet, donc c'est beaucoup d'équipes, j'ai dit tout à l'heure, du Québec et de l'Ontario. Est-ce qu'on sait environ c'est combien d'équipes qui participent annuellement au tournoi? C'est 246 équipes cette année. C'est à peu près dans les mêmes quantités des années passées. Avant même, on faisait 3 fins de semaine. Là, avec l'ajout du dôme, on a décidé de faire ça sur 2 fins de semaine. Donc, c'est pas mal c'est beaucoup d'équipes, là. Il y a à peu près, on estime à peu près 3500 participants. Des visiteurs, c'est à peu près 10 000 personnes qui vont venir par week-end. Donc, beaucoup de personnes là, en même temps. Mais ça fait beaucoup de monde à gérer, justement, sur place. Comment est-ce que vous vous occupez de la gestion de tout ça? Est-ce que les jeunes joueurs dorment au centre sportif Bois de Boulogne ou est-ce qu'ils s'occupent de leurs hôtels et tout ça? C'est sûr que nous autres, au niveau de l'organisation, on prend en compte souvent la distance des équipes qui viennent au tournoi. La majorité, on s'entend, viennent de la région métropolitaine, la Rive-Nord et tout ça, mais ceux qui viennent de Québec, Outaouais, l'Estrie, l'Ontario, souvent, on fait commencer le tournoi le samedi en fin d'après-midi. Donc, pour eux autres, oui, doivent s'occuper de leur hébergement. Donc, bien sûr, les hôteliers de Laval sont sollicités. Après ça, c'est sûr que là, au niveau de l'organisation, on a un comité organisateur qui est là depuis des années, le COL qu'on appelle. Et puis ça, c'est un des valeureux bénévoles là, qui sont là événement après événement là, durant toute l'année, puis depuis plusieurs années. Puis on a aussi un programme d'aide aux équipes pour se donner des subventions pour financer leur équipe. Donc on demande à ces équipes-là de venir nous donner un coup de main. Donc on parle à peu près une 40aine de bénévoles en plus durant le week-end. Donc eux autres, ça leur permet d'amasser un peu de sous pour financer leur saison. Puis aussi, nous donner un bon coup de main parce que ça prend... Il y a beaucoup de monde là, qu'on a besoin sur les terrains, les enregistrements, la sécurité, les remises de médailles. Donc, c'est bien rodé. En tout cas. Alors ça, c'est toute la participation des bénévoles. J'ai quelques chiffres pour le tournoi. Donc, c'est 27 catégories de compétition. Est-ce que ce sont toutes des compétitions, des catégories de compétition ou il y a également du récréatif là-dedans? C'est en majorité de la compétition, on part de 9 ans jusqu'à 18 ans. Et puis, il y a aussi un festival qu'on fait pour les 8 ans. Donc, au niveau de la réglementation provinciale, à cet âge-là, c'est vraiment, il faut que ce soit un festival. Donc, on fait jouer des matchs, on leur donne des médailles, puis c'est vraiment leur donner une première expérience de tournoi. Là, pour les encourager à participer un petit peu. Exact. Fait qu'après ça, c'est sûr que c'est les plus vieux ballons, c'est plus compétitif. Là. Les équipes récréatives, on n'a pas vraiment ce soit la quantité de disponibilité de terrain, on n'a pas C'est vrai, nécessairement... au nombre d'équipes qui sont présentes. Fait que c'est exclusivement des classes A, classes AA qui participent au tournoi. OK, donc le A et le 2A. Donc, c'était 27 catégories, 450 matchs
qui seront joués approximativement. Est-ce qu'il est possible de se procurer une horaire des matchs pour ceux et celles qui seraient intéressés à aller encourager nos équipes lavalloises? Oui, bien, site Internet de l'Association de soccer. Il y a aussi le site où est-ce qu'il y a toutes les statistiques sur le site TSI Sport, où est-ce que la majorité des classements, et vous pouvez suivre ça en ligne. Facebook de l'ARS Laval. Donc, oui, on est partout. Partout. Donc, il y a une possibilité d'aller encourager nos équipes. C'est 3500 joueurs, 700 entraîneurs, 50 officiels. Est-ce que ce sont tous des officiels qui sont présents de la ville de Laval ou ce sont des officiels qui viennent d'un petit peu partout au Québec et en Ontario aussi? C'est uniquement des officiels de Laval. OK. Donc, avec notre bassin d'arbitres, là, c'est sûr que l'hiver, il y a un petit peu moins de matchs, donc on utilise moins les effectifs, mais là, on prend ceux qui font partie de nos programmes de développement. Donc, c'est la crème de la crème. La crème de la crème. Et puis, c'est 80 bénévoles que j'allais dire tout à l'heure. Est-ce que vous êtes à la recherche de bénévoles encore pour venir vous aider dans l'organisation du tournoi? Peut-être pas cette année ou peut-être les années suivantes? Bien, comme je l'ai parlé, notre comité organisateur est toujours en place. Sinon, à chaque année, comme je dis, là, on a besoin d'équipes. Normalement, c'est une par fin de semaine. Donc, souvent, on soumet des cahiers de candidature à nos clubs qui nous soumettent des équipes. Souvent, c'est des équipes AAA qui, eux autres, ont des saisons qui coûtent un petit peu plus cher là, au niveau de l'organisation. Là, on sait qu'à ce niveau-là, il y a des frais de déplacement supplémentaires. Il y a aussi des coûts qui ne sont pas nécessairement attitrés à des équipes plus jeunes. Donc, c'est un peu nos équipes prioritaires au niveau des choix, des critères de sélection. Fait à chaque année, là, il y a la possibilité. Fait on les encourage à venir de soumettre leur candidature. Bien sûr. Bien, moi aussi, je les encourage. Alors, merci beaucoup, Jean-Philippe. Alors, chers Lavallois, Lavalloises, n'oubliez pas d'aller encourager nos équipes de soccer. L'hiver 2014 aura été neigeux, venteux, froid. Et justement, sa compagnie œuvre dans le domaine de la climatisation et du chauffage. Pour nous en parler, il est de Géoservice Climatisation. Il est de Laval. Il s'agit de Jean-Sébastien Beauchesne, qui est vice-président. Beau grand titre. Oui, quand même. Est-ce que c'est un bon hiver pour les gens dans votre domaine, Jean-Sébastien? C'est un bon hiver, oui, parce qu'il fait quand même très froid. Je vous dirais qu'avec des températures de moins 30 degrés, 2-3 semaines consécutives, les systèmes sont beaucoup plus sollicités. Je vous dirais la difficulté qu'on a actuellement, c'est qu'effectivement, vu qu'il fait moins 30 degrés, souvent, quand les systèmes tombent en panne, il faut donner un service rapide aux clients parce que les maisons se refroidissent rapidement. Donc, pour pas qu'ils gèlent chez eux, il faut passer rapidement. Justement, je me demandais si le froid, c'est plus dur à combattre que la chaleur. C'est pas tant que le froid il est plus difficile à combattre que la chaleur. L'idée, c'est que avec le froid, on a besoin d'un humidificateur parce qu'avec les systèmes de chauffage qu'on a électriques, ça assèche beaucoup l'air. Les échangeurs d'air assèchent l'air. Pour avoir un meilleur contrôle sur l'humidité puis la température, on a besoin de plus de dispositifs de contrôle. Tandis que pour la climatisation, le climatiseur fait pratiquement tout le travail. L'échangeur d'air, on l'utilise pas vraiment beaucoup. L'humidificateur en été, il n'est pas tant nécessaire. Donc, je vous dirais, c'est pas plus compliqué, mais c'est plus complet comme système pour combattre la chaleur. La climatisation. Le froid plutôt que la chaleur. Et la haute saison, pour vous, c'est l'hiver ou c'est l'été? La haute saison, c'est l'été. C'est l'été. Définitivement. En hiver, tout le monde, par défaut, au Québec, ont besoin d'un système de chauffage. Donc, à la base, les maisons ont déjà toutes un système de chauffage. Il va y avoir plus d'appels de service en hiver, mais en été... C'est l'installation à ce moment-là. Exactement. En été, c'est plus des installations. En hiver, il y a des appels de service. Donc, le réchauffement de la planète, vous, ça fait votre affaire? Non, ça fait l'affaire de personne. Il n'y a personne qui est content de ça, du réchauffement de la planète. Mais n'empêche que les gens doivent de plus en plus se climatiser, ce qu'ils n'étaient peut-être pas obligés de faire. Oui, je vous dirais, c'est un luxe qui devient de plus en plus abordable chez les gens. Ils sont beaucoup plus informés. Donc, les gens magasinent beaucoup à gauche, à droite, sont plus au parfum. Avant, les systèmes coûtaient des fortunes pour avoir un système de climatisation. Maintenant, c'est beaucoup plus abordable. Il y a différentes qualités de produits aussi. Bien sûr. Qui permettent aux gens de s'approvisionner à plus bas prix en climatisation. Il faut juste faire attention. Il y a certains systèmes que les garanties sont bien importantes. Il y a des systèmes de plus basse qualité qui n'auront pas des garanties super intéressantes. Par contre, pour le prix, ça fait le travail. Dites-moi, en ce moment,
avec les nouvelles technologies, c'est quoi les tendances? Là? Si je veux être in puis avoir quelque chose qui est éco-énergétique, entre autres. Éco-énergétique, je vous dirais, à la base, thermopompe. Éco-énergétique, on gagne déjà beaucoup de points comparativement à un système qui est juste au chauffage électrique, mazout ou gaz naturel. La thermopompe va amener un coefficient de performance plus intéressant. Si je prends juste, par exemple, la fournaise électrique, pour 1 kW d'électricité, elle va fournir 1 kW de chaleur. Tandis que si on a pour une thermopompe, vous allez avoir pour 1 kW d'électricité 3 kW de chaleur, ce qui fait que la machine elle va vous donner une performance 3 fois plus grande. Un ratio plus grand. Exact, pour la même quantité d'énergie utilisée. Si on va pousser un petit peu plus loin, on va trouver la géothermie, qui est un produit... Justement, oui, ça, c'est l'avenir, ça. C'est un super beau produit, c'est ultra intéressant. Par contre, au départ, c'est un produit qui est quand même très dispendieux. Donc, c'est sûr qu'il faut calculer les coûts pour savoir si le projet est rentable, mais au niveau éco-énergétique, c'est ce qui se fait de mieux sur le marché actuellement. Il y a des thermopompes qui vont chercher des ultra bonnes efficacités énergétiques, comme si on prend par exemple la Zuba de Mitsubishi. Elle est capable de travailler jusqu'à moins 30 degrés Celsius, ce qui fait que ça en fait un produit qui est quand même très intéressant. Plus polyvalent l'année. Oui, exactement. Parce que sinon, les autres thermopompes arrêtent avant, là, c'est ça? C'est quoi, aux alentours de moins 10? Moins 10, moins 12 environ, c'est la température qu'on vise avec des thermopompes standards. Sinon, on y va avec les systèmes qui vont jusqu'à moins 30, qui sont plus éco-énergétiques. Puis après ça, on va avec la géothermie, qui est vraiment le système le plus éco-énergétique sur le marché actuellement. Si je fais affaire avec Géoservice, puis je regarde ma facture, je dis ça me coûte cher. Est-ce qu'il y a moyen de vous appeler et de dire, écoutez, pouvez-vous m'évaluer tout ça, voir où est-ce que je perds de la chaleur, qu'est-ce que je préfère pour justement que ça soit plus économique à la On a un service d'estimation gratuite. On passe à votre domicile, on évalue ce que vous avez comme système actuellement. Puis on y va avec des propositions, différentes propositions à vous proposer pour regarder qu'est-ce qui est le plus avantageux pour vous. Puis on arrive avec un prix, puis on compare. On va vous proposer 2, 3 systèmes différents en vous présentant les différents avantages que vous avez, les désavantages, un par rapport à l'autre. Puis ensuite de ça, vous prenez une décision éclairée. Qu'est-ce qui est out? C'est-tu le chauffage à l'huile en ce moment? Actuellement, je vous dirais que notre gros achalandage pendant l'hiver, c'est de remplacer des systèmes à huile pour des systèmes électriques. Les systèmes à huile nécessitent plus de maintenance, plus d'entretien que les systèmes électriques. Puis ça simplifie aussi les opérations. Il n'y a plus de remplissage de tanks à huile. Pour les compagnies d'assurance, il y a des tanks à huile, des réservoirs d'huile, pardon, qui deviennent âgés. Ils ont besoin d'être remplacés. C'est dispendieux aussi. Puis juste le fait d'avoir une seule facture d'Hydro-Québec avec un système électrique, c'est bien. L'autre avantage du système électrique, c'est que dans ta fournaise, tu as un ventilateur, tu as des éléments électriques avec des relais contacteurs, séquenceurs. Donc, il n'y a pratiquement pas d'éléments dans une fournaise électrique. S'il y a quelque chose qui brise, tout est remplaçable. La fournaise est là pour longtemps. Puis ça prend moins de place aussi dans les sous-sols. Donc, la nouvelle affaire, c'est la fournaise électrique. Fournaise électrique combinée avec une thermopompe, je vous dirais que... On est en business, comme ils disent. Quand même. Votre compagnie, parce qu'il y en a plusieurs compagnies de climatisation, qu'est-ce qu'elle offre de plus que la compétition, disons? Je vous dirais, les entreprises en climatisation, généralement, offrent pas mal toute la même chose. Là où on pourrait se différencier des autres, notre approche humaine, je vous dirais qu'on est quand même... Ah, ça, c'est important. Oui, quand même. On est clientèle, on est sympathique. Mais je vous dirais qu'on est quand même chanceux parce qu'on est quand même des bons clients. En tout cas, je vais mettre ça sur le dos de la chance, là, mais on a vraiment une belle clientèle. On s'entend très bien avec nos clients. On a beaucoup de référencement. Mais aussi, je vous dirais, notre grosse force, c'est que depuis 6 ans, on travaille fort pour aller chercher des produits qui offrent des garanties supérieures. Donc, généralement, tous les produits, que ce soit des systèmes centrales, que ce soit des systèmes murales, tous nos produits sont dotés des meilleures garanties sur le marché. Puis je vous dirais, actuellement, c'est un des facteurs très, très, très importants quand on vient qu'à s'approvisionner en climatisation ou chauffage, c'est d'avoir des systèmes qui vont vous offrir une bonne garantie. Puis une compagnie qui est là depuis longtemps, là, qui vient pas juste d'ouvrir ses portes il y a quelques mois, là. Ça fait combien de temps? Nous, ça fait 6 ans. Donc, vous avez fait votre preuve, je pense. Oui, ça va très bien. Alors, Géoservice Climatisation, le numéro de téléphone, c'est le 314-0885, c'est bien ça? Exact. C'est dans le 450, donc 314-0885. Et sinon, si vous êtes équipé du web, vous allez sur Géoservice au pluriel service.ca, vous allez avoir tous les détails. Jean-Sébastien, ça m'a fait plaisir de jaser climatisation de chauffage avec vous. Je ne pensais pas que ça pouvait être si divertissant, finalement, ça l'a été. Merci. Merci, Jean-Sébastien. La Ville de
Laval organise à chaque année une soirée hommage aux bénévoles et pour la 30e édition, on a décidé de rajeunir le nom un petit peu. Donc, la soirée hommage aux bénévoles est devenue les prix OSIA. C'est bien ça? Oui, exactement. Bonjour, Judith Farrell, ça va bien? Mais ça va bien, vous? Oui, très bien. Donc, vous êtes agente d'information, service des communications de la Ville de Laval. Exactement. Donc, parlez-nous un peu de l'événement, quand ça va avoir lieu et tout ça. Bien, en fait, l'événement, il se divise en 2 temps, si je peux dire ainsi. Au début, on a la période de mise en candidature. Donc là, c'est des appels de dossiers. Dans le fond, on invite tous les bénévoles à proposer le nom. Bien, dans le fond, tout le monde a proposé le nom d'un bénévole. OK. Ça, vous avez jusqu'au 1er mars 2014, dans le fond, de cette année, pour proposer une candidature. Donc, on propose quelqu'un d'autre. On ne peut pas se proposer nous-mêmes. Non, c'est OK. ça. Bien, vous pouvez quand même suggérer aux responsables de votre organisme de vous mettre en nomination, mais au niveau du formulaire, ça prend vraiment la signature du responsable de l'organisme. OK. Donc, c'est ça. Dans le fond, la période, c'est jusqu'au 1er mars. Ensuite, il y a un jury composé de 9 personnes qui va étudier les candidatures. Puis, les personnes gagnantes, dans le fond, tous les nominés puis tout ça vont être honorés lors d'un gala qui va avoir lieu le 13 mai à la salle André-Mathieu, lors du gala, dans le fond, des prix OSIA. Et pour soumettre notre candidature, c'est un formulaire en ligne, c'est ça? Oui, c'est un formulaire qui est disponible sur le site Internet de la Ville de Laval. Donc, c'est un formulaire en ligne que les gens peuvent remplir, soit qu'ils l'impriment, ils le remplissent à la main, ou qu'ils peuvent le remplir directement, puis ils l'impriment encore, puis ils nous l'envoient par la poste, ou ils peuvent le scanner, puis l'envoyer par courriel. Donc, si je me trompe pas, c'est www.laval.ca, exactement. sous prix OSIA. Donc, Exactement. on remplit et on retourne ça par voie postale avant le 1er mars. Exactement. Ou par Internet, comme je vous dis, juste l'imprimer, faire signer le responsable, on peut le scanner, puis l'envoyer par courriel. OK. Et puis, combien de candidats vont être retenus pour le grand soir, pour la cérémonie? En fait, tous les candidats sont retenus. À chaque année, ça tourne autour de 100 candidats. Donc, tout le monde va être invité à la soirée. OK, tout le monde est invité. Oui, tout le monde est invité. Dans le fond, chaque bénévole honoré va recevoir 4 billets, dont un pour lui, puis il peut inviter qui il veut, dans le fond. Là. Mais c'est ça, on n'a pas de... Dans le fond, on a 30 lauréats, mais on a autant de nominés qu'on veut. Dans différents domaines, j'imagine les lauréats, c'est oui, dans le on domaine a 7 hospitalier ou... Bien, on a 7 catégories, dans le fond. On a la catégorie, dans le fond, dans chaque BML qu'on appelle Bureau municipal lavallois, ça correspond à un secteur, donc c'est de la vie de quartier. Dans le fond, ensuite, vous avez la catégorie vie communautaire. On a activité physique, art et culture. Puis on a aussi une catégorie jeunes bénévoles, 18 ans et moins. Et donc, 30 prix à remettre. Et combien il y a de monde environ dans la ville de Laval qui font du bénévolat? Un chiffre comme ça? Je sais qu'il y a 600 organismes, puis ils sont plus de 25 000 à faire du bénévolat. bénévoles seulement à Laval? Oui, exactement. Donc, c'est vraiment une bonne idée de faire une soirée comme ça pour les remercier, parce que c'est pas peu dire. Oui, c'est ça. Puis de plus en plus, je vous dirais que les gens, on dirait qu'ils ont moins le goût de s'impliquer, tout ça. Donc, je trouve que c'est vraiment important là, que la Ville, elle organise une soirée. Dans le fond, c'est la soirée de reconnaissance officielle des bénévoles. C'est vraiment pour leur dire merci, puis tout le monde est gagnant lors de cette soirée-là. Et la soirée, c'est le 13 mai à 19h30 à la salle André-Mathieu. Donc, seulement les candidats et leurs familles ou les invités peuvent être là. On ne peut pas assister à l'événement comme ça si... Non, malheureusement, OK. parce qu'il y a quand même la capacité de la salle. Oui, là, c'est puis c'est ça. vraiment un gros spectacle. Cette année, on va avoir Bruno Pelletier. OK, c'est animé par Guy Mongrain et co-présidé par monsieur... Jacques Thibault, président de la Caisse populaire Saint-Martin de Laval, puis par le maire de Laval, monsieur Marc Demers. Et qui choisit, en fait, les gagnants? Est-ce que c'est le même jury qui choisissait les candidats? Bien, dans le fond, le jury ne choisit pas les candidats parce qu'on reçoit... tous les C'est vrai, candidats tout le sont monde est là, éligibles. OK. Mais c'est un jury composé de 9 personnes. Ces 9 personnes-là, ils proviennent des organismes et des services municipaux de la Ville de Laval. OK. Donc, l'événement, le 13 mai 2014 à 19h30 à la salle André-Mathieu. Bien, merci beaucoup, Judith Farrell. Merci à vous de nous avoir reçus. Bien, c'est un plaisir. Notre prochain invité a trouvé une façon efficace
utile et agréable de faire de la réinsertion sociale en se servant de sa passion imaginée pour la couture. Elle est la fondatrice de l'organisme Les Glaneuses. Manon Baudet, bonjour et bienvenue à Laval et compagnie. Merci beaucoup de me recevoir. Ça me fait plaisir. Je trouve votre initiative absolument admirable. Vous faites de la réinsertion sociale avec des gens qui ont eu des problèmes de santé mentale. Exactement. C'est soit des gens qui vivent soit un trouble émotionnel, soit des travailleurs en épuisement professionnel, C'est vrai. ou soit des gens qui ont des problématiques plus lourdes. Ils sont souvent mis sur le dallo. Il n'y a pas beaucoup de structure pour aider ces gens-là. Mais moi, depuis 20 ans, j'enseigne pour le Centre L'Impulsion à la Commission scolaire de Laval. Et mon désir, c'est toujours de créer des cours pour répondre à leurs besoins. Et je sais pertinemment bien que dans ma vie, à moi, le bricolage, la couture sont un bienfait merveilleux. Alors, comme je les connais bien, depuis 20 ans, je travaille avec eux. Un jour, il y a un type qui me dit Manon, tes cours, c'est intéressant, mais tu sais, moi, j'ai envie, là, c'est un ancien entrepreneur. Bon, un gars. Un gars. Il dit, moi, j'ai envie de quelque chose de plus concret. Je veux monter des murs. Bien, j'ai dit, pauvre François, je peux pas te faire monter des murs. Mais j'ai pensé à quelque chose de plus pratique. Parce que j'enseigne aussi l'informatique. Je donne un cours d'écriture. C'est un programme qu'on appelle intégration sociale. Donc, on est là pour répondre aux besoins des gens. Alors, j'ai pensé aux glaneuses. Donc, je travaille fort depuis le mois de janvier de l'année passée pour mettre ça sur pied. Ça veut dire quoi, les glaneuses? Les glaneuses, quand j'étais jeune, il y a assez longtemps, c'était un organisme pour aider les gens défavorisés. Et on m'a appris aussi que dans les écritures anciennes, les glaneuses étaient des femmes qui récoltaient le tour des champs. Il y avait une loi pour les veuves. Les veuves n'avaient plus de moyens de subvenir à leurs besoins. Alors, on a édicté une loi qui disait « Vous ne prenez pas le tour des champs, on les laisse pour les veuves, ce sont des glaneuses. » Et il y a quelques années, oui, j'ai vu les glaneurs urbains à la télévision aussi. Est-ce que ce sont surtout des femmes plutôt que des hommes? J'imagine que oui, non? Bien, effectivement, j'ai plus de femmes que d'hommes, mais j'ai au moins 3 hommes. Les hommes font des fois des plus gros travaux. Ils taillent aussi le tissu. C'est souvent les hommes dans les entreprises qui font ça. Parce que vous ne faites pas que de la couture, vous faites aussi des choses que vous redonnez à la communauté, non? Absolument, parce que notre mission, je vous dirais, c'est se faire du bien, évidemment, mais en s'impliquant socialement. Nous sommes... nous cousons des sacs pour les enfants des quartiers défavorisés. Donc, des sacs d'école? Ce sont des sacs à dos pour mettre leur matériel sportif. D'éducation physique. C'est l'opération Coup de crayon qu'on appelle au Centre de bénévolat Moisson Laval. Ils avaient une grosse subvention, ils l'ont perdue. Alors, ils m'ont donné le contrat. Et ça fait ça de plus à faire. Bien, ça, disons que c'est notre mission, aider les enfants. C'est ça. C'est très important. C'est bon pour leur établissement. Bien, c'est sûr, c'est de la valorisation à ce moment-là. Absolument. Il y a le côté créatif aussi. On arrive à faire quelque chose de nos mains alors qu'on se sent plutôt inutile, j'imagine, en période de dépression, entre autres, problèmes de santé mentale. C'est de l'atelier de récupération créative. Les matériaux de base, vous les avez comment, justement? Bien, en fait, on a été confrontés avec ce problème-là parce que, vous savez, maintenant, les commissions scolaires gèrent des coupures. Ouais. Alors, on me dit, vas-y, Manon, go, 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 on est avec toi. On est derrière toi. Oui, c'est ça. C'est vous qui êtes en avant. C'est ça, sauf qu'ils n'avaient pas d'argent à me donner. Alors, j'ai fait appel à mes amis, à mes parents, aux gens en place. J'ai aussi fait une grande collecte le 11 octobre et je travaille un jeans, un sac, un jeans, un sac. J'ai une mini-friperie. On accueille les vêtements. Donc, et vous recyclez des choses. Absolument, ce n'est que ça. OK. Si j'ai un proche qui a un problème de santé mentale qui est de Laval, est-ce qu'il peut s'inscrire dans votre atelier? Absolument. Mes seuls critères, c'est bon, santé mentale, évidemment, avoir un suivi quelconque. Ça peut être membre d'un organisme, ça peut être avoir un médecin, un travailleur social, un psychiatre, oui, absolument. Et avoir envie
de s'impliquer socialement et envie de faire du travail d'équipe, parce que pour moi, c'est très, très important. Le groupe, l'adhésion, l'épaule à la roue, c'est une valeur que je chéris et que je souhaite cultiver avec les gens. En conclusion de cette entrevue, qu'est-ce que ça fait la couture à quelqu'un qui est dans cet état-là? Bien, c'est comme tous les travaux manuels, je vous dirais. Pendant qu'on bricole, pendant qu'on coud, on n'a pas le temps de penser à nos problèmes. Donc, ça nous donne un petit peu d'espace dans notre tête. Puis après, quand on regarde notre travail, on est fier. Donc, estime de soi, fierté, Oui. l'épaule à la roue dans la société, c'est magique. Et votre taux de réussite, c'est quoi? C'est quoi le taux de réussite? Le taux de réussite, c'est des gens heureux, des gens qui sourient, des gens qui ont envie de revenir. Alors, je vous dirais 150 Ce qui est extraordinaire. Alors, je vais donner les coordonnées, justement, si vous voulez prendre contact avec l'organisme Les Glaneuses. Alors, 450-662-7000, c'est le poste 3202, c'est bien ça? Alors, 3202. Sinon, on peut écrire Les Glaneuses MB. 2013, je m'excuse. Ah oui? Les Glaneuses 2013. 2013 à hotmail.ca. C'est ça. C'est au Centre L'Impulsion. C'est dans l'Est, près du Centre de la Nature. Facile à trouver. Merci, Manon. Et continuez votre magnifique œuvre. Merci, c'est très gentil C'est d'avoir Manon reçu. Vaudet. Ça fait plaisir. Merci. Le spectacle Sacre du printemps et 24 préludes de Chopin de la chorégraphe Marie Chouinard sera à la Maison des Arts de Laval le 15 février prochain. Bonjour Anne-Marie Kirouac. Bonjour Amélie. Ça va bien? Ben oui, merci. Oui, alors j'ai vu des extraits de ce fameux spectacle et corrige-moi si je me trompe, mais on dirait que ça n'a pas l'air du genre de spectacle accessible à tous. Bien, accessible peut-être. Oui, tu as raison, dans un sens que les gens vont peut-être pas spontanément aller acheter des billets pour ce spectacle-là. On parle de danse contemporaine, mais d'une des plus grandes chorégraphes que le Québec a connue, qui est encore toujours active, mais écoute, bien quand sûr. j'ai recherché sur elle, je me sentais inculte parce que je la connaissais pas du tout. Et c'est vraiment une grande chorégraphe. Oui, Marie Chouinard. Dont le nom est même dans le petit Larousse et le Robert. Oui, bien, elle est active depuis plus de 35 ans à travers le monde. Elle est québécoise. Elle est même née québécoise. Elle est née à Québec. Et elle est active en danse, c'est ça, depuis 1978. Et reconnue à travers le monde. Elle fait des coproductions avec les plus grands festivals de danse, de théâtre aussi, les plus grandes compagnies en Autriche, aux États-Unis, partout. Ses productions, ses créations se promènent à travers le monde. Elle a même produit, elle a sa propre compagnie depuis presque 25 ans, depuis 1990, la compagnie Marie Chouinard, qui présente donc ces deux créations. Ce qu'on pourra voir à la Maison des Arts, c'est assez spécial parce que c'est quand même deux, si on peut dire, vieilles créations. Oui. Le Sacre du printemps, qui est peut-être son œuvre la plus marquante, qui a été créée en 93. Donc, ça fait quand même longtemps que ça roule. Ça a été créé en 93 à Ottawa, au Centre des arts d'Ottawa. Elle en assure la conception, la direction artistique et la chorégraphie, Marie Chouinard. Et ça roule donc depuis plus de 20 ans dans plein de festivals reproduits par plusieurs compagnies de danse. C'est mondial. Vraiment, c'est mondial. C'est pour ça que c'est un incontournable. Et oui, peut-être dans le style, c'est de la danse contemporaine. Dans le style, c'est peut-être quelque chose qui est moins grand public à la première approche. On sort de notre zone de confort. Mais c'est ça, ça ne veut pas dire que ça ne va pas plaire à tout le monde parce que la danse, surtout quand vous allez voir un spectacle dans une salle en live, là, pas juste vidéo, il y a quelque chose, il y a des émotions vraiment puissantes qui vont venir vous chercher dans l'interprétation, bien sûr, des danseurs, dans leur force. C'est sûr, oui, avec la musique. Et la musique, c'est ce qui est spécial de ce spectacle-là, le Sacre du printemps, grande œuvre magistrale d'Igor Stravinsky, un Russe qui a créé cette musique-là. C'est un ballet en 2 actes qui a été créé en 1913, qui, à la base, c'est Igor Stravinsky sur une chorégraphie de Vaslav Nijinsky, qui était un grand danseur de l'époque. Et à cette époque-là, le Sacre du printemps, ça avait créé un scandale. On l'appelait même le massacre du printemps parce que ça avait jeté à terre toutes les conventions, même dans la musique symphonique. C'était même, il y en a qui disaient anti-symphonique. Et dans la danse aussi, c'était vraiment pas ce qu'on connaissait à l'époque, au début du 20e siècle. C'est ça qui était recherché, j'imagine, comme effet. Oui, bien sûr, on voulait quand même se faire accepter, mais pendant 1 an, les gens étaient vraiment contre ce spectacle-là. Mais en 1914, finalement, ça a été le triomphe. Les gens ont reconnu le génie de cette œuvre-là.
Et finalement, ben, aujourd'hui, le Sacre du Printemps, c'est un incontournable. Donc, Marie Chouinard a pris la musique, c'est la musique intégrale du Sacre du Printemps. Elle a créé un ballet, donc une chorégraphie, un ballet de 35 minutes là-dessus, ballet en un acte, qui, donc, c'est la musique pure du Sacre du Printemps avec, bien sûr, sa chorégraphie. Il y a beaucoup de solos de danseurs pendant le spectacle et des tableaux plus de groupe. Assez spécial, si vous allez voir certaines vidéos, vous allez voir ça qu'on voit les danseurs nus. Ils sont nus, torse nu, si on peut dire. Donc, hommes et femmes, de loin, se ressemblent beaucoup. Il y a, bon, toutes sortes d'accessoires, mais c'est très, très dynamique, très puissant. Et ça termine la soirée. C'est la deuxième portion. Et au début, tu l'as annoncé, 24 préludes de Chopin, un autre grand compositeur de musique classique, Chopin. Elle a repris donc ces 24 préludes de l'opus 28. Chopin, les préludes de Chopin, c'est du piano solo. Oui. Et donc, elle a recréé aussi donc des chorégraphies sur ces préludes de Chopin. Encore une fois, un mélange de solo, de duo, trio, tableau d'ensemble. Un peu, ça ressemble, il y a le style à marque Marie Chouinard, bien sûr. Ça a été créé en 1999, donc ça fait encore quand même plusieurs années, à Vienne, en Autriche, au Tanzvoschen Wien Festival. Oh, une belle prononciation, bravo! On va penser que c'est ça. Donc, ça a été créé en Autriche et ça a aussi repris à travers le monde. C'est conception, en fait, direction artistique et chorégraphie de Marie Chouinard, avec encore une fois plusieurs danseurs. Il y a, si je calcule vite, là, à peu près 8 danseurs. Des costumes. Les costumes sont conçus par Vandal. Là aussi, c'est très dynamique. Encore une fois, beaucoup de... Le corps illustre bien, dans le fond, la musique, mais c'est toujours dans les mouvements, c'est... Bien, selon Marie Chouinard, on dirait que le corps est une œuvre d'art en tant que telle. Bien, vraiment. Puis bon, les danseurs ont des corps sculptés aussi, mais s'en sert de façon, je pourrais dire, très musculeuse, si on peut dire, dans le sens que le corps est vraiment mis à l'avant. Mis à l'avant, mis en vedette, avec, bien sûr, cette musique-là de Chopin. Et ça ouvre la soirée. C'est 45 minutes, les 24 préludes de Chopin. Il y a un entracte et ensuite, vous aurez le Sacre du Printemps. C'est vraiment à voir parce que ces spectacles-là tournent depuis plusieurs années, mais ne tournent pas tant que ça au Québec, dans le sens que vous n'avez pas là, 50 dates pour aller le voir. Surtout à Laval, c'est un soir seulement à la Maison des Arts, le 15 février. Et si vous ne connaissez pas Marie Chouinard, je pense que c'est un incontournable. Elle-même n'est pas sur scène, quoiqu'elle est encore active comme danseuse. Elle avait pris une pause là, pendant presque 20 ans de danse elle-même. Mais vraiment, si vous voulez, vous provoquer, aller vers quelque chose qui aime ça qui n'est pas naturel pour Marie vous. Chouinard, non? Faire avancer les choses, bien sûr. Oui, mais c'est pour ça qu'elle est si reconnue à travers le monde. Elle a même été nommée officier de l'Ordre du Canada. Donc, on reconnaît son travail. Elle a gagné plein de prix à l'international. Donc, ne manquez pas cette soirée. Le Sacre du Printemps, si vous voulez sortir de 24 préludes de Chopin. Oui, si vous voulez sortir de votre zone de confort, ça peut faire du bien. Des fois, ça fait changement d'aller voir un spectacle d'humour ou... Oui, par exemple. Là, on irait voir plus naturellement. Mais ça peut être difficile à comprendre, mais écoutez, il faut faire le grand saut. Mais il faut au moins se laisser porter, se laisser aller, puis après ça, vous jugerez. Sans analyser trop, juste apprécier l'art, apprécier l'émotion, tout simplement. Donc, le Sacre du Printemps est 24... Je peux pas mieux conclure. Ben voilà! 24 préludes de Chopin. Merci beaucoup, Anne-Marie. À la semaine prochaine. La vie culturelle lavalloise se distingue par la qualité de ses intervenants et de ses artistes. Mon nom est Jean-Jacques Lapierre et j'ai l'occasion de vous présenter des artistes lavallois, mais des artistes de grande qualité. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir M. Desdoyards, Georges Desdoyards. Et Georges Desdoyards, on se connaît depuis longtemps. Vous allez nous excuser si on se tutoie, parce qu'on ne pourrait pas faire autrement. Georges, mes salutations. Bien, je te remercie, Jean-Jacques, aussi pour l'invitation. D'accord. Georges, je remarque que tu as un accent. Peux-tu me dire d'où ça vient, cet accent? Je dirais, comme certains, c'est toi qui as un accent. Mais, j'ai un accent, je suis originaire de Bruxelles. Ah, de Bruxelles. J'ai émigré en 1957
au Québec. Et puis, j'ai trouvé que c'était bien. J'y suis resté. Voilà. Donc, tu viens de la Belgique. Et puis, au début, est-ce que en Belgique, tu étais déjà un artiste reconnu? Est-ce que tu peignais? Non, non, je n'étais pas artiste reconnu. Quand je suis venu au Canada, j'avais 25 ans. 25 ans? Oui, donc j'avais pas encore... Mais j'avais une formation. J'avais déjà suivi les cours à l'Institut des arts décoratifs et publicitaires de Bruxelles, où j'ai eu ma formation pour devenir lettreur commercial, créateur de pochettes de disques. C'était assez similaire, mais j'ai pas appris à être artiste peintre. Donc, au début, tu étais lettreur. Lettreur, c'est ça. J'ai eu ma compagnie au Canada, au Québec, que j'ai opérée jusqu'en 1979. Alors, tu vois qu'au point, tu faisais les pochettes pour les artistes également, les pochettes de disques. Non, je faisais plutôt le lettrage sur les vitrines des banques, sur le lettrage des camions, enfin tout ce qui touchait le visuel au point de vue. C'est ça. Alors, les techniques ont bien évolué. Oui, bien, disons que à la naissance de l'ordinateur, le métier de lettreur est mort. Voilà. Bon, d'accord. Maintenant, le goût de peindre, c'est arrivé comment, ça? Ah, bien ça, je l'ai toujours eu. Ah, bon, tu l'as toujours eu. Mais pour élever une famille avec 3 enfants, le métier de peintre ne payait pas. Non. À moins que d'être un riopelle. C'est ça. Donc, j'avais besoin de subvenir aux besoins et c'était pour ça que j'avais la compagnie de lettrage. Et à l'époque, il y avait Marcel Fecteau, un très bon peintre, qui était mon concurrent. Ah, bon. La compagnie, la mienne, on soumissionnait souvent sur... Voilà. Donc, pour revenir à ta question, j'ai peint pendant tout ce temps-là, mais pas en galerie. C'est que vers les années 78-19, que là, j'ai été approché par quelques galeries où je suis resté jusqu'il y a à peu près 1 an et demi, où j'ai décidé de prendre un peu la retraite. Bah, ton nom est établi maintenant, fait que les clients viennent te voir directement. C'est ça. J'ai une bonne clientèle. Et puis, dans le temps, j'étais dans les galeries à Baie-Saint-Paul, à Québec, même à Toronto. Mais le problème, quand on n'a pas d'agent, c'est que il faut envoyer les tableaux, il faut les surveiller. Et puis, des fois, enfin, j'ai préféré, pour ma tranquillité d'esprit, laisser venir à moi les clients. On en a moins, mais à mon âge, on produit moins. Mais tu es encore très jeune. Dans 30 ans, on sera déjà vieux tous les deux. Alors, les gens qui savent calculer ont déjà vu qu'arriver au Québec en 57 à l'âge de 25 ans, je n'ai pas 60 ans. D'accord. Mais Georges, tu fais de la peinture. Quel genre de peinture tu fais? Tu es inspiré par quoi pour faire tes peintures? Bien, disons que ma peinture, je suis resté à l'époque des impressionnistes. Malheureusement, je n'ai pas évolué. Malheureusement, heureusement pour moi, parce que je suis à l'aise. Je m'en vais dans Charlevoix, à Québec, n'importe où, avec des amis, et nous sommes des peintres de plein air. De plein air, oui. D'ailleurs, au mois de mars, on va se réunir avec des noms assez connus. Il va y avoir... là, c'est le montage. Helmut Langeder. Oui, d'accord. Michel Normando. Il y aura aussi Eddie Dion des Éboulements. Et on se réunit, réunion amicale, et on peint dans les Laurentides. On sera au Mont-Tremblant. D'accord. Tu voyages beaucoup aussi. Tu voyages en Europe. Tes peintures sont... je pense qu'il y en a en Bretagne, un peu partout quand même. Bien, j'ai été invité par les Couleurs de Bretagne, qui est une association de peintres bretons. Ils nous ont invités. On a été sélectionnés 6 peintres québécois. Et puis, on est parti pour 15 jours là-bas. Et on a peint à chaque jour. On changeait de place et on a peint là-bas. C'était très, très intéressant. Et ça m'a permis de rencontrer des peintres bretons avec qui je corresponds encore. Aussi. En Europe, est-ce que tu as voyagé à beaucoup d'endroits également? Bien, disons qu'à chaque année, en principe, je vais 1 mois là-bas et je découvre des régions comme
Les dernières où j'ai été, c'était dans les Hautes-Alpes de Provence, où j'ai même laissé mes pinceaux et tout mon stock là-bas. Ah bon, d'accord. Persuadé que j'y retournerai cette année, mais je vais plutôt aller dans les Pyrénées. C'est ça. Georges, je sais que tu fréquentes des noms bien connus en peinture. Donc, un monsieur qui n'est pas âgé encore, mais qui prend de l'âge, Umberto Bruni, je crois. Ah oui, je le considère comme un bon ami. Il a 99. On va fêter son 100e le 24 novembre. 24 novembre. Oui. Alors... Et il est toujours bon. Et je me dis qu'en le fréquentant, je vais peut-être trouver sa recette de longévité. Oui, de longévité, parce qu'elle est en forme encore. Oui. Mais il faut dire que toi aussi, tu es bien en forme. Bien, je suis en forme. Pour mon âge, je touche du bois, j'ai pas à me plaindre, j'ai pas trop de bobos, et puis j'espère que ça va continuer comme ça. Georges, si les gens, nos amis, veulent se procurer des peintures, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Est-ce qu'ils peuvent communiquer avec toi? Est-ce que tu leur permets de communiquer avec toi? Bien sûr, et puis j'ai un site. Site Internet. georgesdedoyard.com. C'est si facile. Voilà, et s'ils veulent m'envoyer un petit message par ce site-là, il n'y aura pas de problème. Puis tu peux les recevoir à la maison pour qu'ils puissent visionner des peintures. Oui, c'est pas des tableaux qui manquent. Il y en a beaucoup, et puis il y aura un très beau choix, et puis voilà, ça fait que... Georges Dedoyard, tu es des peintres très reconnus à Laval. Nous sommes fiers de t'accueillir, et je te remercie beaucoup d'avoir accepté. Jean-Jacques, merci aussi de m'avoir invité ici et d'avoir pu communiquer un petit peu de ma vie au Lavallois. Tu fais rayonner Laval et ça nous fait plaisir. Je te remercie beaucoup. Cette semaine, on vous donne les outils nécessaires pour vous améliorer en informatique. J'ai avec moi en studio Mme Joanne Morin. Comment allez-vous? Très bien, vous-même. Très bien. Alors, vous travaillez étroitement avec le groupe La Relance et vous offrez des cours d'informatique aux personnes de 50 ans et plus. Quel type de formation est-ce que vous offrez exactement? Écoute, ça va jouer de beaucoup et ça change de temps à tous les années, étant donné que l'informatique, ça va vite. Alors, on donnait du Windows 7, maintenant on donne du Windows 8. On donne des cours au niveau des tablettes aussi. Oui, c'est Android ça. ainsi que iPad. Ça, c'est dans le cours de base, je te dirais, là, pour l'initiation. Les gens, pour le mieux utiliser leur appareil. De plus, je donne des ateliers Facebook, Twitter, Skype, iTunes, comment mieux utiliser leur moteur de recherche, Google, qui est un des activités, qui en est un que j'aime particulièrement parce que c'est une grosse machine. Alors, je joue là-dedans. Alors, les gens s'inscrivent tout simplement. Je donne des cours à la relance, dans les résidences, privées aussi. Et les gens m'appellent, dans le fond, souvent c'est à partir d'un problème qu'ils ont vécu, puis ils voient qu'il y en a encore beaucoup à apprendre. Alors moi, mon but, dans le fond, c'est de les rendre les plus autonomes possibles. Oui. Dans le sens pour travailler au sein là, de leur appareil. D'accord. Et pour les connaissances de base que vous offrez, qu'est-ce que vous montrez exactement? Bien, ce que je fais, c'est que je pars de leur compréhension au départ. Okay. Tu sais, des fois, Wi-Fi, pour eux, c'est quoi le Wi-Fi? C'est très abstrait. Alors, la base, mettons le courriel, comment l'ouvrir, comment le fermer aussi. C'est vrai. On pense que c'est évident, mais pas toujours. Pas toujours. Non. Les gens, souvent, le ferment depuis des années de la mauvaise façon. Ah oui? Puis ça peut faire ralentir l'ordinateur. Ça ralentit l'ordinateur. Tu sais, ça a des choses. Dans le fond, c'est ça. C'est de leur montrer comment l'appareil fonctionne, qu'est-ce qu'ils peuvent en faire à tous les jours. Okay. Parce que les besoins d'une personne à une autre est bien différent. Il y en a qui vont, quand ils vont voir qu'ils peuvent faire des mots croisés à tous les jours, là, l'apogée, là, ils apprennent, la volonté est là, ils sont motivés, là, ils apprennent. D'autres, c'est la musique. Oui. D'autres, c'est les jeux. D'autres, c'est les courriels. Alors, tout dépend. Je m'associe à leurs besoins de base, de dire qu'est-ce qu'ils peuvent en faire à tous les jours. Donc, vous adaptez vos services à chaque individu. Oui, parce que chaque personne a des intérêts particuliers, mais par contre, de voir qu'ils peuvent aller ailleurs. Okay. Okay. Beaucoup, c'est le voyage. Surtout au niveau des tablettes. Les gens achètent des tablettes parce qu'ils veulent amener un appareil pour pouvoir continuer à communiquer avec leurs enfants ou la famille, quoi que ce soit, prendre des photos. Alors, la tablette, c'est le départ, mais après ça, ils savent juste prendre des photos, ils ne savent plus quoi faire avec. Alors, nous, on va plus loin. Il y a d'autres petits cours. Et des fois, on peut se dire, on a peut-être peur des tablettes, mais dans le fond, c'est aussi facile de pouvoir manier avec une tablette. Oui, puis de plus en plus, les gens ont seulement la tablette à la maison. Okay. Ils n'ont plus d'ordinateur. Alors, moi, c'est là que je dois leur démontrer comment faire pour sauvegarder leurs données.
journée. Parce que la journée qu'il échappe par terre, c'est moins le fun. C'est moins le fun. Alors, des cours adaptés dans le sens que, oui, je leur montre comment ça fonctionne, c'est quoi qu'il faut faire, c'est quoi les meilleurs moyens pour arriver rapidement à ce qu'ils ont besoin, mais j'étire un petit peu plus loin. Je leur montre comment faire des recherches. Qu'est-ce qu'on fait avec une photo? On peut la modifier, on peut l'envoyer. Alors, c'est souvent ça, là. Alors, oui, c'est d'être autonome avec sa machine puis avoir du plaisir, pas la laisser fermer toute la semaine. Savoir comment l'utiliser. Savoir comment l'utiliser. Et pendant la saison d'hiver 2014, vous offrez des cours spécifiques. Qu'est-ce que vous montrez? Cette session-ci, je suis surtout à la relance. Je vais être aussi peut-être au Marronnier. Alors, on se promène. Alors, des cours, comme je te disais, Windows 8, l'ordinateur Windows 7, la tablette Samsung, qui a été la plus achetée dans le monde cette année. Comparativement à iPad. À iPad. Wow, OK. Il y a une question de budget aussi. Et il y a une question du cellulaire. Alors, souvent, les gens m'appellent quelle tablette je devrais m'acheter. Bien, je leur pose la question quel cellulaire vous avez. Exactement. Alors, pour pas avoir 3 systèmes d'exploitation, parce qu'on est rendu avec 3 systèmes d'exploitation, et là, les gens sont mélangés. Ils ont un PC, ils ont une tablette iPad, puis ils ont un téléphone Samsung. On ne sait plus quoi faire. Ça pue, là. Donc, vous êtes là pour ça. Exactement. Alors, OK. c'est ça. Alors, c'est ça. Alors, je donne des cours iPhone, Facebook, dans le fond, c'est des ateliers. OK. Je leur montre comment la plateforme fonctionne, comment ils peuvent se protéger. Parce que cet élément-là revient continuellement. La sécurité. Comment je fais? Ils se disent n'importe quoi là-dedans. Parce que maintenant, relié à Internet, vous offrez des formations pour les applications Internet. Exact. Et c'est ça, on a peur parfois des virus, comment ça fonctionne. C'est aussi le fait que les gens ils n'ont jamais été sur Facebook puis ils en ont peur. Puis là, je comprends. L'atelier, je leur dis, vous n'êtes pas obligé de vous abonner, vous n'êtes pas obligé d'ouvrir un compte. Puis c'est drôle parce que juste ouvrir un compte, ça nous coûte des sous. Alors, juste la terminologie de revenir à dire, qu'est-ce qu'ouvrir un compte? Non, ça ne vous coûte pas des sous, vous n'êtes pas obligé de mettre votre carte de crédit. Alors, cet élément-là, il revient continuellement à tous les cours. Twitter. Là, les gens... Mais moi, je pense que j'aurais besoin des cours de Twitter. C'est assez difficile. Pourtant, non. Alors, quand ils sortent de la formation, ils sont là, ils se disent « Ah, c'est le fun, j'ai aimé ça, c'est intéressant. » On est à l'aise. Alors, rapidement, les avantages de pouvoir naviguer sur Internet et manier un peu. Maintenant, si vous appelez au gouvernement, ils vont vous dire « Allez voir au www.xyz ». Veut pas, c'est l'extension. On ne joue plus avec la machine. C'est rendu l'extension du bras droit. On va au théâtre, les gens se promènent avec leur tablette. C'est surprenant. Alors, des avantages, il y en a tout plein. Les styles, oui. Alors, pour s'inscrire, on peut aller sur votre site Internet? Absolument. Aussi téléphoner à la relance et voir avec leur résidence pour offrir des cours à ce moment-là. Cool. Bien, merci beaucoup, Mme Morin. Je pense que même de mon côté, je vais peut-être écoutez, je vais vous donner ma carte, ça va me faire plaisir. Oui. Merci beaucoup. Merci à vous. Le personnage du président des États-Unis dans un film est joué par Charlie Sheen. On sait tout de suite que ça ne sera pas un film très, très sérieux. Alors, aujourd'hui, Nicolas Vincent Poirier nous parle du film Machete Kills, un film d'action parodique, justement, avec tout un casting, n'est-ce pas, Oui, et puis Nicolas? évidemment... La vedette, c'est Danny Trejo qu'on reconnaît. C'est difficile de ne pas reconnaître ce visage-là. Et en passant, le bonhomme a quand même 70 ans. Ah oui, quand Donc, même. 70 ans, encore faire des films d'action comme ça, écoute, c'est très bon. Et juste cette année, en 2014, pour l'instant, il y a 24 films à son actif. Jusqu'à date. On est juste au mois de février. Je pensais que Machete Kills, c'était son seul, ses seuls films, parce que c'est une série de films. Oui, là, c'est une série de films. Bien, le premier a été fait en 2010, et ça, c'est parti de Grindhouse, du projet Grindhouse. Et Machete, c'était une fausse bande-annonce dans Grindhouse. Et finalement, les gens voulaient voir ce film-là, ça avait l'air trop cool. Et finalement, Robert Rodriguez, celui qui était à l'origine de ça, l'a réalisé en 2010. Et c'est un gros film d'exploitation. Si on regarde la bande-annonce, puis ça nous intéresse pas ou ça nous plaît pas ce qu'on voit, allez pas voir le film, c'est 10 fois pire. Ah, c'est pire? OK. Oui, c'est pire. Mais toi, t'as aimé ou non? Ça fait la job, c'est correct, c'est amusant. Il faut juste comprendre, si on comprend que, c'est vraiment pas fait sérieusement. Moi, je pense que Robert Rodriguez voulait plus s'amuser quand il a fait ce film-là, parce que, le film a coûté 8 millions de dollars.
Il a rapporté seulement 15, mais bon, il est déjà rentré dans son argent, ça veut dire. Tout à fait. Et on regarde tous les acteurs là-dedans, c'est tous des très bons acteurs. Charlie Sheen, Oui. Michelle Rodriguez, Mel Gibson, Antonio Banderas, Cuba Gooding Jr., Jessica Alba, qui était dans Oui. le premier aussi. Ça, Oui, c'est tout le à fait. troisième ou le Ça, deuxième? c'est le deuxième. Le deuxième. Et il y a même Lady Gaga. Tout à fait, mais la plupart de ces gens-là, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est des amis de Robert Rodriguez. Ça fait que, voilà. tu sais, bon. Et Robert Rodriguez, lui, il écrit, il réalise, il monte, il fait les effets spéciaux, il fait la musique pour une partie de ses films. Donc, c'est à peu près lui qui fait tout. Donc, lui, quand il va faire un film, son but, c'est de triper, d'avoir du fun. C'est sûr que quand il y a un budget de 50 millions et plus, bon, là, c'est plus restreint. Mais 8 millions de dollars, pour lui, il s'en va s'amuser. Là. Il s'en va s'amuser et ça paraît, pour les gens qui aiment ce type de film-là, pour ceux qui ont aimé le premier, bien, c'est fantastique, vous allez aimer ça. Le premier avait eu du succès aussi. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Le premier a eu plus de budget encore. On parle de 15 millions de dollars et le film avait rapporté, je pense, c'était 25-26 millions de dollars. Donc, c'est très bien. Et pour celui-là, 8 millions de dollars seulement. Bon, ils ont compris que le marché était quand même assez restreint par rapport à ce film-là. Et ça fait merveilleusement bien la job si on veut juste mettre son cerveau à off. Et ce qui est génial, je trouve, c'est un peu l'histoire de Danny Trejo là-dedans. Parce que sans Danny Trejo, cette histoire-là aurait jamais eu lieu. Lui, à 12 ans, il a commencé à prendre de l'héroïne. Ah, ben, c'est quand même quelque chose. Et dans les années 60, bien, il a passé la plupart des années 60 en prison. Pourquoi? Parce qu'il faisait des délits, il a fait un vol à main armée à un moment donné. Et après ça, bon, il a réussi à se réhabiliter, il a arrêté la drogue et l'alcool. Et en 85, c'est vraiment par hasard qu'il est rentré dans le milieu du cinéma parce que lui, c'est une espèce de parrain pour d'autres personnes comme lui qui essayaient de sortir de l'enfer de la drogue et de l'alcool. Et là, un moment donné, quelqu'un l'appelle, puis il dit comme, regarde, faut que tu viennes m'aider, là, je suis en présence de juste trop de drogue, viens-t'en, là, ça presse. Et là, bon, Danny Trejo, sans le savoir, il se rend sur le tournage du film Runaway Train. Et là, bon, il s'attendait pas à ça. Et là, quand on le voit, les gens vont le voir, puis OK, on a besoin d'un prisonnier. Veux-tu jouer le rôle d'un prisonnier? Ah, ben, il a dit OK. Et là, pendant le tournage, il a rencontré un de ses anciens amis de cellule qui se trouve être le scénariste du film. OK. Juste ça. Intéressant. Et là, après ça, lui, ce bonhomme-là, avait déjà vu Danny Trejo se battre en prison parce qu'il faisait beaucoup de boxe en prison. Donc, il a dit, écoute, on a besoin d'une scène de boxe, puis il faut entraîner l'acteur principal parce qu'il ne sait pas se battre. Veux-tu l'entraîner un petit peu? Ah, OK, c'est bon. C'est que là, il a commencé à faire ça et finalement, bien, pendant des années, à chaque fois qu'on voulait comme un gros méchant, bien, c'est lui qu'on allait chercher, tu sais. Et en 93, par hasard, il rencontre Robert Rodriguez, bon, qui est à l'origine de Machete, qui a fait Grindhouse et Desperado en 95. Et justement, quand il l'a rencontré, il a dit hey, « j'ai un rôle pour toi dans Desperado ». Et là, bon, ils se mettent à jaser ensemble. Ils s'aperçoivent comme ça que, dans le fond, ils sont cousins. Ils ne le savaient pas, mais ils sont cousins. Et là, grâce à ça, bon, lui, il commence à embarquer plus sur les tournages de Rodriguez. Et là, Rodriguez, à chaque fois qu'il le voit, comme il n'arrête pas de penser à une espèce d'histoire, évidemment, qui finalement va se retrouver être Machete, une espèce d'agent secret mexicain. Et finalement, bon, pendant comme une dizaine d'années, l'histoire est dans sa tête pour faire Machete. Et puis, bon, ça donne jamais. Et quand Grindhouse, le projet a commencé, il s'est dit, bien parfait, je vais faire une fausse bande-annonce pour tester un peu. Et finalement, bien, il a eu sa réponse. Il a eu sa réponse. Puis écoute, en 2010, là, à 66 ans, il a eu son premier rôle. Et c'est là qu'il a vraiment comme plus percé, même s'il a déjà percé dans le milieu, là. Mais c'est quand même quelque chose. T'as 66 ans que, OK, wow, t'es une star de film d'action, t'as ton premier rôle. Donc là, je sais pas, il n'y a pas d'âge pour avoir un big break, comme on dit en anglais. Il y en a qui luttent pendant des années pour avoir leur place à Hollywood et lui, ça s'est fait tout naturellement, tout facilement. Donc, Machete Kills... un grand film, selon Nicolas Vincent-Poirier. Le titre en dit beaucoup sur tout ce qui se passe. Mais il a quand même réussi à réunir une belle brochette d'acteurs, des grosses vedettes pour 8 millions de dollars, c'est pas peu dire. Je dis en tout cas. Chapeau à Chapeau Robert à Rodriguez. lui, chapeau, oui, effectivement. Donc ça doit être disponible en location en Oui, ce c'est moment? disponible en location. Et évidemment, si on regarde la bande-annonce puis on trouve que c'est violent, bien attendez-vous à 10 fois pire. 10 fois pire pour le vrai film. Donc 1 et 2, il y a 2 films. Le 1 et le 2, on n'est pas obligé de voir le premier pour comprendre le deuxième. L'histoire est quand même assez simple. Bon, parfait. Merci, Nicolas.
Eh bien, ça conclut notre émission. Si vous avez des commentaires ou des suggestions à nous faire, il y a différentes façons pour nous joindre à Laval et compagnie. Oui, tout d'abord par téléphone au 450-973-8005 ou par courriel à info@commercialtvrl.ca. Nous aimerions remercier tous nos invités en studio. Ils étaient nombreux aujourd'hui. Alors, Jean-Philippe Méran de ARS Laval, Jean-Sébastien Beauchesne de Géoservice Climatisation, Judith Farrell du service de communication de la Ville de Laval, Manon Baudet de l'organisme Les Glaneuses. Il y a aussi le peintre Georges Dedoyard, Joanne Morin de l'organisme La Relance. Nos chroniqueurs Ghislain Plourde, Sarah Bibot, Anne-Marie Kirouac, Catherine Duranceau, Jean-Jacques Lapierre et Nicolas Vincent Poirier. Nous aimerions aussi au passage remercier Manon Lemieux qui fait la coordination et la recherche de cette émission, notre maquilleuse. Sophie Roy. Oui, absolument. Nos caméramans Daniel et Pascal, de même que la réalisation de cette émission qui est assurée par Alain Huppé à chaque semaine. Le mot de la fin, Éric? Oui, absolument. Une ville, peu importe sa taille, ce qui la rend vibrante et vivante sont ceux qui l'habitent, s'en occupent et s'en préoccupent. Je vous souhaite une bonne semaine. Bonne semaine, Amélie, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Pour un prochain Laval et compagnie.